Bonjour, je suis Nicolas Madeleine, journaliste média aux Échos. Bienvenue à cette 4e édition de Média en scène. J'ai avec moi Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis, Guillaume Allary, fondateur et président de Allary Éditions, et enfin, à ma gauche, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty. On va parler édition. Le titre de la session, c'est l'édition, un Big Bang en perspective. Je voudrais commencer peut-être sur une bonne note avec la conjoncture du livre qui apparemment n'est pas mauvaise. Alors, peut-être, Enrique Martinez, vous pouvez commencer. Vous êtes le plus proche des lecteurs consommateurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment le secteur a résisté à la pandémie et comment il se réveille de cette pandémie? Je pense qu'elle a fait bien mieux qu'elle résisté. Ouais. On est tous collectivement assez surpris de ce phénomène des reprises très fortes des ventes des livres. On a assisté à ce phénomène des livres produits essentiels pendant la pandémie qui a révélé énormément des lecteurs dans énormément des secteurs, avec des secteurs très dynamiques comme la BD et autres, mais globalement qui a résisté très forte pendant ces périodes. Et puis à l'ouverture des librairies, on n'arrête pas de voir des chiffres qui sont presque records, des croissances sur croissance. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que les éditeurs de livres n'ont jamais été aussi dynamiques et que je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux lecteurs qui ont rentré. Les défis pour les secteurs, c'est comment on les maintient dans la durée. Comme on passe d'un secteur qui était en croissance molle, voire un petit décroissance avant la pandémie, à quelque chose qui est plus pérenne et à nous de construire sur un monde qui est beaucoup plus animé, avec probablement des bons exemples des filières comme la BD et les mangas qui sont en train de conquérir des nouveaux clients lecteurs. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les secteurs. Vous pouvez donner un ou deux chiffres pour illustrer ça? C'était quoi la tendance avant et on est sur quelle tendance maintenant? Le marché du livre, ça a été toujours en croissance très molle. J'exclus les livrets scolaires pour lesquels on n'est pas très compétent, mais c'était un petit croissance ou un petit décroissance à chaque année, très stable, ce qui était très bien. Si on compare à d'autres pays, anglo-saxons ou autres, où les digitales et la disparition des réseaux de librairies, ça a affecté beaucoup le monde de l'édition. En France, ça n'était pas du tout le cas, mais ce n'était pas non plus un secteur en croissance forte, avec une petite difficulté d'accès à des gens lecteurs, dont énormément de travail porté par les ministères de l'Éducation nationale pour faire de la lecture comme une priorité nationale, ou des prix littéraires des jeunes, autour de la BD, des lycéens, etc. Mais bon, les Covid, ça a fait une espèce de révélation de la lecture comme une cause nationale, les livres comme un produit essentiel qui défend la culture, la librairie comme un élément structurant de la ville et de la culture. Et donc, on s'est révélé et je pense qu'on a conquis tous des nouveaux lecteurs et tant mieux. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que la question, c'est comment on va capitaliser ça dans le futur et adapter au goût des nouveaux lecteurs. Évidemment, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont extrêmement dynamiques. On discutera tout à l'heure, la BD, les mangas, l'illustré. Donc ça, je pense que des bonnes nouvelles. Ça attire des jeunes à la lecture, avec des phénomènes comme les animés japonais qui attirent des jeunes, ou les séries dans les médias, type Netflix et autres, qui attirent des gens lecteurs au livre. Ça, je pense, c'est excellent. Après, à nous de les porter pour d'autres types de lectures un peu plus riches et diverses. Michèle Benbunan, quelle est votre expérience en tant qu'éditeur Est-ce qu'il y a quand même des habitudes qui ont changé? Est-ce que le pass culture aussi a joué un rôle dans cette conjoncture? Alors déjà, il faut voir, je partage le diagnostic de Enrique, mais c'est un secteur effectivement qui était assez stable, ce que je salue parce que ça fait moins de 30 ans que je suis dans l'édition et je salue le fait que ce soit un secteur qui est justement précisément stable. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent se vanter d'être restés aussi stables. Et en même temps, les livres qui sont vendus sont radicalement différents de ce qui était vendu il y a 30 ans, puisque les dictionnaires, tout le monde sait que les dictionnaires, c'est quand même beaucoup plus en ligne que les gens le consultent. Il y a beaucoup moins d'encyclopédies. Il y a des livres qui sont littéralement apparus, la BD, effectivement, les mangas, et en fait, tout le domaine pratique, les livres de cuisine. Enfin, on voit qu'on vend du livre, mais on vend des livres quand même assez différents de ce qu'on pouvait vendre il y a 30 ans. Et donc, je pense qu'il faut se féliciter d'un secteur qui est à la fois
reste très résilient et en même temps qui s'est renouvelé et pour s'adapter à son nouveau lectorat. Alors ce qui s'est passé ces 2 dernières années, dans un contexte qui est évidemment tragique du point de vue sanitaire, c'est que le livre est devenu peut-être une alternative aux écrans tous azimuts. Peut-être que justement la visio a fait que les gens assimilaient les écrans au travail. En tout cas, on ne sait pas l'expliquer. Il faut être humble là-dessus, on ne sait pas l'expliquer. Mais effectivement, on voit que, ce que disent d'ailleurs tous les libraires, il y a eu des nouveaux lecteurs qui sont apparus. Le Pass Culture a fait beaucoup pour les mangas et la BD, et on s'en félicite parce que pour nous, c'est une lecture comme une autre. Il n'y a pas de hiérarchisation à faire entre tel et tel ouvrage. Et d'ailleurs, le manga, ça ressemble beaucoup à la série, puisque vous avez des épisodes qui succèdent assez rapidement. Donc oui, on se félicite de toutes les initiatives qui ont pu apparaître, et puis on se félicite aussi qu'il y ait de nouveaux lecteurs et que les générations plus jeunes se soient mis aussi à la lecture. Donc c'est une excellente nouvelle dans un environnement pas très gai, mais en tout cas une excellente nouvelle pour l'édition et pour le livre. Oui. Guillaume Allary, quel est votre retour à vous? Et peut-être je peux vous demander une question plus précise sur comment s'est comporté le secteur de la littérature dans cette conjoncture plus globale de l'édition. On parle beaucoup de la croissance maintenant de la BD, des mangas, et la France aime bien s'imaginer comme patrie de la littérature. Comment le secteur de l'édition littéraire s'est porté? Oui, moi je partage le constat qui a été fait et d'une période qui est quand même extraordinairement difficile. On a vécu en mars dernier, pour la première fois dans l'histoire de France, une fermeture des librairies, ce qui n'était jamais arrivé dans notre histoire. Et on a tous dû s'arrêter. Et la reprise, en effet, a été au-delà de rassurante. Elle était même assez exceptionnelle. Il y a eu ce débat sur le bien essentiel. Donc on se rappelle le 2e confinement avec ces images assez terribles de couverture sur certains livres, parce que le livre n'était pas, sur certains rayons, parce que le livre n'était pas un bien essentiel. Et de cette épreuve, en est sorti, je trouve, quelque chose de très positif pour le secteur. C'est effectivement un retour, vous l'avez dit Enrique et Michel, vers il y a des nouveaux lecteurs qui sont arrivés. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a eu un nouveau rapport au livre, parce que quand on regarde les livres, et vous me posez la question sur la littérature, dans le rayon littérature générale, il y a eu un intérêt croissant pour les livres de fond. Je pense par exemple la Pléiade a très bien marché. Et les gens, c'est aussi le signe d'une période de crise, sont allés vers des auteurs de référence, vers des livres de réflexion. Leur rayon non-fiction a très bien marché. Et donc on est sorti d'une période de crise avec des nouveaux défis, mais qui sont extrêmement intéressants, et des nouveaux lecteurs qui sont rentrés en librairie, et avec, je pense, un lien qui s'est raffermi avec la librairie française. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte à quel point avoir des librairies près de chez eux était important. Et ils ont dit ce qu'ils n'avaient jamais dit avant à leurs libraires, on a besoin de vous. Et est-ce que ça a changé quelque chose à la rentrée littéraire, puisqu'on sortait d'une longue période de confinement? Est-ce que la rentrée littéraire est un peu différente cette année sur les retours d'achat de lecteurs c'est trop tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire. Puis en plus, une rentrée littéraire en période de présidentielle est toujours un peu perturbée. Une année globalement éditoriale en période présidentielle est toujours perturbée. Donc je crois que l'effet principal aujourd'hui est plus celui de la conjoncture politique plutôt que de la crise pandémique. D'accord, ok. Mais en tout cas, la littérature a bénéficié d'un côté valeur-refuge pendant les mois de confinement. Les gens se sont tournés vers des livres sérieux, littéraires. Oui, comme disait Michel, il y a effectivement des nouveaux segments, et Enrique le voit, qui ont émergé depuis 20 ans. Le pratique, la cuisine, la bande dessinée. Mais pendant la pandémie, on a vu un raffermissement de la littérature au sens global. On met romans et essais. Et notamment du rayon non-fiction, c'est vraiment intéressant à observer parce que des livres de réflexion ont trouvé plus de public qu'ils n'en avaient avant la pandémie. Ce qui est le signe, alors ce qui est à la fois bien pour nous et ce qui est aussi le signe d'une société qui est en crise. Un des rayons qui marche très bien, c'est le rayon développement personnel. C'est aussi parce que les gens sont angoissés. Très bien, sont angoissés et cherchent des réponses. D'accord. Alors, le titre de la session s'appelle « Un Big Bang en perspective ». Donc, je ne peux pas éviter
comme on dit en anglais, l'éléphant dans la pièce, qui est le rapprochement programmé d'Hachette et d'Editis. J'aimerais avoir votre point de vue sur... Ce sont évidemment deux géants du secteur en France. En particulier, il n'y a pas de problème de rapprochement à l'étranger. Qu'est-ce que peut changer la fusion Hachette-Editis? Alors peut-être Enrique d'abord, pour le distributeur. Ouais. Eh bien non. Je vais respirer fond. Moi, ma réflexion, je pense qu'à ces stades, je ne connais pas les projets. Les projets, ça s'imagine, mais ce n'est pas précisé, donc c'est difficile à se prononcer. Moi, je pense qu'il y a quand même un message fort qu'il y a des grands groupes comme Vivendi qui s'intéressent au monde du libre. Pour moi, c'est un énorme message positif. On n'aurait pas dit ça il y a quelques années, où on voyait bien les livres, un secteur en crise profonde, anticiper des disparitions, des librairies, des papiers, tout allait être vendu en tablette et finalement ça allait disparaître, être concentré. Alors, aujourd'hui, personne n'imagine ces scénarios, donc il y a des groupes qui s'intéressent et je pense qu'il est tant mieux parce qu'on peut tous être d'accord que c'est un secteur qui a besoin des groupes forts et des investissements importants pour les transformer, notamment dans son côté industriel. Après, les côtés littéraires, diversité, il faudra les préserver aussi, mais ces domaines industriels pour faire que la filière du livre soit efficace, efficient dans la gestion, pour driver des valeurs à tous les acteurs de la chaîne, je pense que c'est fondamental. Et pour avoir des groupes qui ont les moyens de les faire, je pense que c'est très bien pour l'ensemble du secteur. Okay. Après, il faudra trouver, évidemment, dans un secteur qui s'est concentré beaucoup dans l'amont et très peu en bas, il faut faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre de la distribution des valeurs des deux côtés pour que les éditeurs ils continuent à profiter bien d'un réseau de librairies qui est riche et qui génère énormément de valeurs pour les clients. Et là, je pense qu'ils sont conscients que faire du métier d'éditeur, ils ont besoin vraiment d'avoir un secteur des livres, des distributeurs et des libraires aussi puissants et divers, et pas tomber qui est dans la main d'un seul groupe, quoi qu'il soit. Donc, bonne nouvelle, à bien exécuter. Ok, d'accord. Michel Belmunan, vous êtes évidemment la première concernée en tant que patronne d'Editis, donc filiale de Vivendi. Je pense que vous ne nous direz pas quelle maison d'édition vous allez devoir vendre ou vous prévoyez de vendre, mais j'aimerais vous poser la question des problèmes que peut poser ce rapprochement éventuellement par le biais de... est-ce que les choses ont changé depuis 2003, puisque ces deux groupes d'actifs d'édition ont déjà été sur le point de se rapprocher en 2003, et c'est ce qui a donné lieu à la création d'Editis à ce moment-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui pourrait donc changer le regard des régulateurs? Je vais répondre en disant déjà ce qui n'a pas changé. Ouais. Ce qui n'a pas changé, c'est ce que disait Enrique, c'est le fait que les maisons d'édition, elles sont indépendantes les unes des autres dans un groupe d'édition, que le groupe d'édition soit petit ou grand, les maisons d'édition sont indépendantes, les éditeurs choisissent les livres qu'ils veulent éditer, et quelle que soit la taille du groupe, ça reste vrai, ça doit rester vrai, et ça restera vrai. Ce qui n'a pas changé et ce qui a été plutôt même conforté, et on s'en félicite, c'est effectivement un réseau de points de vente physique qui soit très actif et très important, essentiel, et qui permettent de retrouver le lien avec le consommateur. Donc ça n'a pas changé et ça ne doit pas changer. C'est-à-dire qu'il faut préserver le réseau de libraires, qui est une des grandes forces, peut-être une des grandes particularités d'ailleurs du marché français, mais qui est une des grandes forces pour les éditeurs et pour la création et pour la diversité des opinions et de la qualité éditoriale. Maintenant, ce qui a changé, c'est qu'en 2003, quand effectivement le groupe Lagardère a voulu acheter... C'était l'inverse à l'époque. Oui, le Vivendi Universal Publishing, qui était l'ex-Editis. Eh bien, il y a une déclaration de Jean-Luc Lagardère qui a dit « pour l'amour du livre », je crois qu'on s'en rappelle. Et à cette époque-là, il y a eu tout des tas de remarques. Non, mais ça va être beaucoup trop gros, mais c'est affreux, ça va déstabiliser le marché. Bon. Et mon regret, c'est que 18 ans après, dans l'opération inverse, on entend les mêmes réflexions. Et alors que le monde a radicalement changé en 18 ans. Il y a 18 ans, d'ailleurs, quand vous demandez aux générations qui ont 20 ans,
Autant vous dire qu'ils ne comprennent même pas que ça ait pu exister cette époque-là. Les smartphones, évidemment, faisaient absolument pas le quart du 12e de ce qu'elles rencontrent maintenant. Les réseaux sociaux, c'était à peine balbutiant, même je ne suis même pas sûre qu'il y en avait beaucoup de très actifs. Il n'y avait évidemment pas de librairie en ligne. Un des gros opérateurs était très petit à l'époque. Et le monde était beaucoup plus en silo, c'est-à-dire qu'on faisait un livre grand format, puis après on faisait un poche, puis après éventuellement ça devenait un film, puis après éventuellement ça devenait quelque chose. Et maintenant on voit que l'époque a complètement changé. On a des réseaux sociaux partout, les gens interrogent en permanence leur communauté, les auteurs eux-mêmes ont changé, veulent faire une BD en même temps qu'un film, faire des séries. Les séries n'existaient évidemment pas. Donc le monde d'il y a 20 ans n'était pas du tout le monde de maintenant. Donc raisonner avec le même prisme, voir les mêmes problèmes, je trouve que c'est dommage parce que on voit maintenant que les dangers sont plus les mêmes qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui était défini comme marché pertinent, puisque c'est que les régulateurs fonctionnent en marché pertinent, sont plus les mêmes. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le monde audiovisuel, où il y a des rapprochements en cours avec deux grands groupes. Et je pense qu'il y a 20 ans, tout le monde aurait dit mais c'est affreux. Et maintenant, plus personne, très peu de gens s'interrogent sur le fait que Solid Timothy. On dit ah non, mais c'est normal, il faut être fort face aux grandes plateformes de séries. Donc, voilà, mon souhait, c'est que tout le monde ait bien conscience que le monde il y a 20 ans n'existe plus et que les enjeux maintenant sont radicalement différents et que l'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est garder effectivement l'indépendance éditoriale, c'est-à-dire faire en sorte de faire un parapluie ou un paratonnerre pour être sûr de préserver cette indépendance éditoriale et effectivement être sûr aussi qu'on préserve le même nombre de points de vente et qu'on leur assure des rémunérations qui leur permettent de vivre. Il faut voir quand même que les deux grands groupes sont les deux qui sont garants d'avoir le plus... Enfin, sont ceux qui ont le plus de comptes, d'ouverture de comptes. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs le groupe Hachette ou que ce soit le groupe Editis, nous avons à peu près, les uns et les autres, 15 000 points de vente ouverts. Et donc on voit bien que ces grands groupes-là ne sont pas en train de limiter le nombre de points de vente, mais plutôt en train de garantir qu'il y ait le plus grand nombre de points de vente ouverts. D'accord. On voit bien ce que peut changer au secteur l'émergence la puissance en fait d'un Amazon. On voit un peu moins ce que changent les réseaux sociaux, si ce n'est un canal de marketing du livre. Et sur l'aspect déclinaison des histoires de la propriété intellectuelle, est-ce que vous allez jusqu'à dire que vous pourriez être en concurrence avec Netflix ou avec des éditeurs de contenu audiovisuel? Alors, le temps consacré à la lecture est forcément en compétition avec le temps consacré à regarder une série. Quand vous regardez une série et que vous prenez l'épisode 1, 2, 3 et qu'à chaque fois il y a marqué voulez-vous regarder l'épisode suivant et vous cliquez mécaniquement dessus et vous retrouvez à avoir lu toute la saison, bien sûr que le temps consacré à regarder une série, c'est le temps que vous passerez en moins à lire. Et tout l'enjeu qu'on a, c'est de faire en sorte qu'il y ait le même plaisir à lire des livres, peut-être des livres d'ailleurs qu'il faut adapter, peut-être des livres peut-être plus en épisodes, peut-être de l'audio, peut-être des épisodes en audio. Enfin, en tout cas, on a effectivement un temps de loisirs consacré ou un temps de culture consacré et on est évidemment en compétition avec tous les autres modes de divertissement ou de culture. Donc oui, à ce titre-là, on est en concurrence. Ce qui est quand même assez net, c'est que la force des plateformes d'audiovisuel, c'est qu'enfin maintenant un auteur raisonne systématiquement en série. C'est-à-dire que vous avez très peu d'auteurs qui vous disent non, vraiment, j'aimerais pas du tout que mon livre soit adapté en série ou en audiovisuel. On voit bien qu'un auteur commence à vous demander si vous pourriez faire quelque chose pour qu'il soit en série, si vous pouvez pitcher son œuvre auprès des producteurs, si vous pouvez faire en sorte que ça devienne de l'audio, si vous pouvez le décliner en BD, en manga, en tout ce que vous imaginez. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avons tous une fonction, c'est d'aider un peu activiste d'auteur, c'est-à-dire de faire en sorte que les auteurs puissent trouver le moyen de s'exprimer différemment s'ils veulent s'exprimer différemment. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Guillaume Allary, en tant qu'éditeur indépendant, qu'est-ce que ça peut changer, cette opération? Qu'est-ce que vous allez observer de plus près dans son exécution?
Je l'observe de l'extérieur, pour le coup. Moi, j'ai été, Vous étiez dans un grand groupe avant? J'étais dans plusieurs grands groupes, parce que j'ai commencé chez Flammarion, après j'ai dirigé les collections chez Hachette, après une maison dans Editis, et je suis parti pour créer une maison indépendante. Donc c'est un pari. Justement, quand vous voyez cette opération arriver, est-ce que ça vous interroge sur la pertinence de partir ou non, d'être parti? Non, parce que ça, la pertinence d'être parti, c'était un choix quand même mûrement réfléchi, dont je suis aujourd'hui très content. Donc, ça ne remet pas en cause ce choix-là. Et juste simplement, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même moins de maisons d'édition indépendantes qu'il y en avait il y a quelques années, qu'il y en a dans d'autres pays d'Europe. Il y en a un petit peu plus en Espagne, il y en a plus en Allemagne, il y en a plus en Italie. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, je ne dis pas que j'ai la vérité sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression quand même que... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est les lieux de créativité. Et moi, si je suis parti d'un groupe, c'est pour pouvoir, en tant qu'éditeur, avoir finalement plus de pouvoir dans la façon d'accompagner un auteur jusqu'au bout et de pouvoir le faire de la façon que j'estimais ou que nous estimions avec l'auteur la plus pertinente pour arriver à un succès. Ce que disait Enrique tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Il y a des nouveaux auteurs qui rentrent en librairie, mais il y a une chose qui fait qu'un livre peut devenir un best-seller, c'est sa qualité. Il faut qu'il soit adapté à son public. Et le meilleur marketing sera toujours le bouche-à-oreille. Et ça, il faut avoir la phase de création doit être faite de la façon la plus parfaite possible. Donc, la question, à mon avis, elle est là. Est-ce qu'on peut être aussi créatif quand on est très concentré? Oui, sans doute, parce qu'il y a aussi une question de moyens. En effet, il y a une compétition avec... je crois que la compétition avec Netflix, c'est notamment... qui aujourd'hui va être capable de payer et de former de très bons auteurs. Aujourd'hui, ceux qui écrivent très bien, effectivement, vont chez Netflix, vont vers l'audiovisuel pour pouvoir tout simplement gagner leur vie, ce que la littérature ne permet pas forcément. Et un auteur qui devient un grand auteur est quelqu'un qui a été formé. Il a été formé par son éditeur, il a été formé lui-même en travaillant, et il a été formé par l'argent qu'il a eu pour pouvoir remettre le travail sur le métier. C'est-à-dire que si on peut pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit non, en fait, tu sais, il faut reprendre pour arriver à une œuvre meilleure. La qualité de Netflix, c'est la qualité d'écriture. C'est la star dans les trucs, c'est le showrunner. Et ça, sont des gens qui peuvent être un peu extérieurs, alors que Netflix récupère très, très rapidement. Mais je vois en audiovisuel, parce que c'est un secteur qui m'intéresse. Et, en audiovisuel, il y a des très grands groupes, mais il y a pas mal de maisons de production indépendantes. Et la question, à mon avis, est celle de la créativité. Si la créativité peut se faire dans les groupes, eh ben, c'est parfait. Mais peut-être qu'elle a besoin aussi d'avoir plus de diversité en amont, sachant qu'en plus, en aval, comme le disait Enrique, il y a beaucoup de diversité, puisqu'il y a beaucoup de libraires indépendants. Juste avant de vous donner la parole, Michel, est-ce que, Guillaume, vos auteurs vous demandent vraiment une extension de leurs œuvres vers les séries? Ils pensent quand ils viennent vous voir. Un auteur, Michel a entièrement raison, un auteur qui écrit de la fiction rêve d'être adapté en fiction. Alors, il y a dans le système éditorial français, les auteurs ne laissent pas forcément leurs droits audiovisuels à leur éditeur. Il peut y avoir des agents, donc ce n'est pas forcément l'éditeur qui gère les droits audiovisuels. Le fait est, par exemple, que sur une des séries de Riyad Satouf, les Cahiers d'Esther, moi, je n'avais pas les droits audiovisuels. Donc ça a été géré en direct. Par son agent? Par lui-même. Par lui-même, pas d'agent. D'accord. Mais en effet, il y a toujours ce sujet-là. Donc il faut que quelqu'un s'en occupe. Donc soit c'est l'agent, soit c'est l'éditeur. Il faut que ce soit la personne la plus apte pour le faire. Mais oui, il y a des déclinaisons. Et un auteur doit rayonner, et son œuvre doit pouvoir rayonner sur beaucoup de supports. C'est absolument essentiel aujourd'hui. Comme vous disiez, ne serait-ce que pour vivre, puisque très peu d'écrivains vivent de leurs livres. Oui, et l'audiovisuel sert notamment à ça. Oui. Ok. Michel, vous vouliez prendre la parole? Oui, parce que Guillaume parle des éditeurs indépendants, et il y a quelque chose qui est souvent
ignoré par tout le monde, c'est que les groupes, que ce soit nous et d'autres, nous assurons la diffusion et la distribution pour le compte des éditeurs indépendants. Et Guillaume est bien placé pour le savoir, puisque c'est un de nos éditeurs, ce qu'on appelle éditeurs partenaires, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants, mais ils confient leur distribution à un groupe et nous assurons cette fonction qui est un peu ce que fait une marketplace en quelque sorte, mais si ce n'est que c'est pour le flux physique. Donc ça, c'est important parce que Enrique expliquait que justement, il faut quand même beaucoup d'investissements pour arriver à assurer la distribution. Il faut des outils pour livrer vite, il faut des outils pour livrer bien, il faut des outils pour livrer juste, parce que 15 000 points de vente servis à l'unité tous les jours, c'est quand même une distribution assez sophistiquée. Et que là, effectivement, il faut être assez gros pour pouvoir supporter ces investissements. Mais toute cette infrastructure est aussi mise à la disposition des éditeurs indépendants par le biais d'un contrat qui est généralement assez court, parce que c'est de l'ordre de 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on a beaucoup de chance et qu'on aurait bien négocié. Mais on voit que ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une activité de distribution dans un groupe et la mettre à disposition des groupes indépendants. Et nous avons donc le plaisir d'avoir Guillaume depuis quelques années quand même. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on parle de groupe, c'est groupe d'édition. Mais moi, je parlais de groupe d'édition et la distribution, en effet... est une grande partie de ces géants de l'édition. Voilà. On y reviendra. Oui, je peux ajouter d'une manière plus globale sur la thèse des autorités de concurrence, parce qu'on va rentrer dans ces sujets rapidement. Oui. Fnac Darty était un cas intéressant. Oui, en fait, on vit dans un territoire en Europe, une thèse qui était fortement développée. La France, c'est un bon exemple. Il y a un regard très fort sur l'intérêt final du consommateur à chaque fois d'une opération. Un intérêt parfois un peu court-termiste et qui ne regarde pas les vrais enjeux du futur de nos métiers, de nos secteurs. Et ce qui fait parfois qu'il interdit des opérations, des concentrations, des structurations à l'échelle nationale, voire européenne, et qui laisse à côté des autoroutes totalement libres pour des groupes internationaux qui viennent sans aucune contrainte. Et ça, c'est vraiment un sujet que je pense que c'est la fin de cette période. Il faut qu'on passe à une autre période où on regarde l'intérêt des consommateurs d'aujourd'hui, mais aussi l'intérêt des industries des consommateurs de demain, pour qu'on garde ces diversités. Je pense que c'est un bon exemple qui arrive là. Il y aura d'autres. C'est pas normal qu'en Europe, un territoire qui a plus de 50 opérateurs telco, quand ces opérateurs ils vont faire la concurrence avec les groupes américains, ils sont à 2 ou 3. Quand ils vont faire les achats des droits, ils vont discuter avec les Disney, les rapports des forces est totalement inégal. Et donc ça, aujourd'hui, il faut l'intégrer d'une manière un peu plus large dans ces réflexions de déséquilibre et de concurrence. Et vous y avez fait allusion plusieurs fois. C'est quelque chose que les lecteurs ne savent pas forcément, mais il y a besoin d'une professionnalisation de la distribution de la presse, du livre en France, de retour d'informations sur ce qui se vend, comment on refait l'assortiment d'une librairie. Il y a beaucoup d'investissements à faire. Oui, Michel est un super expert de la matière, mais on a beaucoup d'opportunités de voir que les livres, c'est un secteur qui est en retard par rapport à d'autres industries qui se sont modernisées sur l'intégration des systèmes, l'utilisation des données, la fluidité des parcours, l'efficacité des livraisons, simplifier la vie des libraires au point de vente. Aujourd'hui, on sait tous, trop d'ouvrages, trop de retours. Ça fait énormément de travail, peu qualitatif pour nos équipes. Parfois, on a des ruptures. Donc, évidemment, on pourra toujours faire mieux, mais pour ça, il faut investir en système, en intelligence, mais aussi parfois en logistique. Et ça, pour ça, il nous faut des éditeurs forts. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, Michel, sur ce Je pense que la distribution, il y a maintenant à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que le commerce en ligne et le commerce dans un magasin vont cohabiter avec l'un qui renvoie à l'autre, l'autre qui renvoie à l'un. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois être capable de pouvoir fournir des libraires en ligne dans des bonnes conditions pour qu'eux-mêmes puissent avoir un niveau de service qui soit satisfaisant et en même temps servir aussi des points de vente pour qu'il n'ait pas de désavantage concurrentiel. C'est-à-dire que finalement, tout le monde y trouve sa part et se partage de manière plutôt harmonieuse le marché. Et ça suppose des logistiques assez sophistiquées parce que, sans rentrer dans les détails techniques, nous, on livre surtout des points de vente et en même temps, on les livre à l'unité. Alors, ça a été vu par... c'est la déclinaison de la loi Lang qui dit qu'on doit pouvoir livrer à l'unité un point de vente, mais enfin, à l'unité, sur 70 000 références, 15 000 points de vente potentiellement tous les jours, ça fait quand même beaucoup de flux et des logistiques
très compliqué. Là-dessus, on rajoute 3 flux. On a un flux de mise en vente de notre nouveauté, des flux réassort classiques où on réassortit les points de vente, et un flux retour qui pèse quand même 25%, avec crédit aux mêmes conditions que l'aller. Donc c'est une logistique compliquée qui nécessite quand même d'avoir une organisation assez solide et des investissements. Alors, ce que dit Enrique sur le fait qu'on a du retard dans l'édition, en termes d'information, ça c'est clair. Moi, j'ai fait un séjour dans la presse, et dans la distribution de la presse, qui a connu des phases très difficiles, mais en termes d'information, ils sont plutôt en avance. C'est-à-dire que tous les jours sont scannés, ce qui est vendu dans les points de vente, c'est scanné, et on sait, les éditeurs savent chaque jour, sur chaque point de vente, ce qui a été vendu, à la référence. C'est-à-dire que vous savez que vous avez vendu tel magazine dans tel point de vente à tel instant. Et cette information remonte sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que tout le monde est au courant. Dans le livre, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qui est vendu. On le sait grâce à des panélistes, et on le sait avec du retard. Et en plus, on le sait globalement, mais on ne sait pas que tel point de vente a vendu ça à tel moment. Ce qui est un problème, parce que si on veut pouvoir diminuer les quantités qu'on envoie, diminuer les retours, ajuster vraiment, éviter les ruptures en magasin, parce que c'est un marché d'offres. Si vous ne trouvez pas le livre, vous allez acheter autre chose. Donc si on veut faire tout ça, si on veut faire en sorte qu'il y ait moins d'administratifs pour les points de vente, c'est-à-dire qu'il y ait moins de retours, moins de manipulations, que nous-mêmes nous consommions moins de papier, qu'on épargne un peu plus la planète, eh bien tout ça suppose que l'information remonte de manière beaucoup plus fluide. Et il y a un énorme chantier qui nous attend, qui est compliqué à mener, parce qu'il faut mettre d'accord tout le monde. D'où, de mon point de vue, et c'est totalement personnel, je pense qu'il faut effectivement des grands groupes, et au moins un grand groupe qui prenne le leadership là-dessus, parce que c'est un enjeu fondamental pour l'ensemble de la chaîne. On voit bien que nos points de vente souffrent de toute cette absence de visibilité, et les auteurs aussi, d'ailleurs, en souffrent, puisqu'ils ne savent pas exactement au jour le jour ce qui est vendu. Donc, du coup, ils ne connaissent pas non plus ce que ça va leur rapporter. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a un besoin de transparence sur l'ensemble de la chaîne. Et cette transparence suppose qu'on ait des flux d'informations beaucoup plus efficaces que ce qui est le cas aujourd'hui. Ok. Je voudrais aborder un autre sujet qui est un peu lié au sujet de la distribution, mais un peu différent, et qui est le sujet qui fâche un peu, sans doute, dans le secteur, c'est celui de l'auto-édition. On a vu avec Joël Dicker et Riyad Satouf, que vous éditiez, Guillaume Allary, qui se sont mis... Oui, vous éditez encore. Et qui se mettent en auto-édition et qui se font distribuer par une filiale distribution de grands groupes, en particulier d'Editis, mais également d'Hachette. Et je voulais savoir si... En fait, ce sont donc les auteurs qui marchent, qui sortent de leur maison d'édition, au moins en partie. Est-ce que ça pose un problème pour le modèle de l'éditeur, selon vous ? Ça, c'est évident. Ouais. Les maisons d'édition... vivent en grande... 80% des livres font perdre de l'argent, 20% en font gagner. Si tous les grands auteurs s'auto-éditent, le modèle de l'édition bascule. Et je reviens sur ce que disait Michel, parce qu'en fait, il y a toujours une confusion dans les appellations, ce qu'on dit groupe d'édition, mais c'est groupe de distribution, qui ont aussi des éditeurs. D'accord. Là, en fait, quand on parlait il faut absolument, en effet, que ce soit sur la distribution, que ce soit... qu'il y ait des outils très, très forts, mais c'est pas le même sujet que l'édition. Sur l'auto-édition, oui, ça pose un défi qu'un plus grand vendeur de romans et le plus grand vendeur de bandes dessinées s'auto-édite. Ça pose un défi à l'édition, ça c'est certain. Et est-ce que c'est un one-shot ? Enfin, est-ce que c'est un phénomène de 4-5 auteurs ou est-ce que maintenant, sachant qu'il y a les structures de distribution à côté, est-ce que c'est maintenant une habitude qui sera prise par les grands auteurs ? C'est intéressant parce que dans la musique, ce problème s'est posé. Il y a de moins en moins de contrats d'artistes auprès des majors et de plus en plus de contrats de distribution avec quand même des avances pour le marketing. Mais on voit quand même que la major... a gardé son utilité. Est-ce que... et l'inquiétude qu'il y avait il y a 2-3 ans, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui. Est-ce que ça peut être potentiellement plus grave dans l'édition ? Bon, je ne crois pas. Enfin, déjà, Guillaume peut répondre sur Riyad Satouf, puisqu'effectivement, il l'édite. En ce qui concerne Joël Dicker, je ne veux pas parler à sa place, mais enfin, il crée une maison d'édition.
que ce n'est pas de l'auto-édition. Il crée une maison d'édition qui s'appelle Rose Design Wolfie. Il a expliqué son projet, il y a eu des communiqués AFP. Il a une conviction sur la lecture, il a une conviction sur l'édition. Je ne crois pas qu'il y ait un permis pour devenir éditeur. Il veut devenir éditeur. Et publier des livres qui ne soient pas simplement les siens. Donc moi, je comparais ça à un comédien qui devient... veut être metteur en scène et qui aussi est aussi acteur dans son propre film. C'est-à-dire qu'il veut devenir éditeur, il veut continuer à être auteur et il se dit qu'il va aussi éditer ses propres ouvrages. Mais son projet, c'est une maison d'édition, ça n'est pas de l'auto-édition. C'est-à-dire que lui veut éditer d'autres auteurs que lui. Bon, à ma connaissance, c'est le seul qui fait cette demande, d'ailleurs, de devenir éditeur. Je n'ai pas d'autres auteurs qui ont exprimé ce besoin. Oui, l'auto-édition est un vrai problème pour l'édition, mais je crois que la démonstration a été faite pour un auteur de comprendre qu'un éditeur est très important dans son processus de création et que c'est grâce à l'éditeur, qui d'ailleurs prend en charge un certain nombre de points, la fabrication, le service de presse et un certain nombre de choses, mais l'aide aussi à éditer son livre, c'est-à-dire à en faire d'un projet un livre fini qui va plaire au plus grand nombre. Donc je crois que les auteurs ont bien compris ça, même ceux qui sont les plus connus et les plus gros vendeurs. Donc je ne crois pas que ce soit une menace à court terme. On ne peut pas développer sur la base de quelques cas, et encore, donc du coup, il n'y en aura plus qu'un, d'en faire une généralité. À l'époque où Astérix est devenu à créer sa propre maison d'édition, je ne crois pas qu'on ait entendu beaucoup le fait que ça y est, le mécénat d'auto-édition allait balayer l'ensemble de l'édition française. Je ne me rappelle pas l'avoir entendu à cette époque-là. Est-ce que vous avez un sentiment quand même que les auteurs risquent de court-circuiter un effort de plusieurs années pour les amener vers le marché, les préparer, les former, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que, de toute façon, il y a beaucoup de talent et qu'on peut en exploiter d'autres du point de vue commercial. Le mot est mal choisi, mais comme ça, en faire prospérer d'autres. En fait, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup d'échanges pour qu'un auteur arrive lui-même en pleine maîtrise de son talent, de son public. Et ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en effet, si tout ce capital emmagasiné par les auteurs, on va dire, ne permettent pas aux maisons de former d'autres auteurs, il va y avoir un déséquilibre dans le secteur. On ne sait pas, le cas d'Astérix est un peu différent parce que c'était vraiment après Enfin, c'est un cas vraiment différent. On ne peut pas savoir aujourd'hui ce qui va se passer, mais il est certain que si tous les gros auteurs, si en non-fiction, parce qu'il y a quand même Éric Zemmour aussi qui s'auto-édite. Alors le cas, pour le coup, est radicalement différent, mais bon, il avait un éditeur, je rappelle, jusqu'à l'été dernier, il avait un éditeur, et l'éditeur n'a plus souhaité éditer le livre qui était pourtant fait. Et il s'est retrouvé sans éditeur. Donc il n'a pas eu beaucoup de choix que, pour le coup, de s'auto-éditer. Avec les difficultés qu'on imagine, puisque je pense que ça doit être très compliqué pour lui d'assurer ce rôle-là. Ça a été remarqué d'ailleurs sur un ton de réseau, qu'il y avait quelques fautes, etc. Donc vous voyez, c'est un cas très différent. Il avait un éditeur depuis quand même 10 ans. Donc je précise quand même la question, le fait que c'est un cas très particulier. D'accord. Je crois d'ailleurs qu'il n'était pas très satisfait de ne plus avoir l'éditeur. Je n'ai pas compris que c'était une décision en disant voilà, je vais m'émanciper, je vais m'auto-éditer. Je crois plutôt que c'était un plan B, un pis-aller, parce que justement son éditeur avait décidé de ne plus éditer le livre qui était en cours. En fait, on peut pas. Non, mais c'est un cas absolument différent. Il y a juste peut-être un basculement, peut-être pas. Moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est de regarder dans le terme global, parce que dans le cas que vous citez de Riyad Satouf, le fait est que je reste son Parlez-nous éditeur un tout petit peu du cas de Riyad Satouf. Comment a évolué votre relation avec lui en tant qu'éditeur? En fait, le succès, j'avais la chance en fait, d'avoir fait un best-seller au tout début de ma carrière d'éditeur. Le succès est quelque chose d'extraordinairement difficile à gérer pour un auteur, qui peut emmener d'autres désirs, d'autres besoins, et que, en tant qu'éditeur, on comprend tout à fait qu'on a comme mission d'accompagner. Dans le cas de Riyad, pour moi, pour la maison,
ça change finalement pas grand-chose, puisque aujourd'hui, les deux grandes séries que fait Riyad, L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther, restent dans la maison. On a encore 6 livres pour finir ces 2 séries, donc c'est encore un très long chemin. Okay. Voilà. À côté, il auto-édite en effet, il auto-édite un livre, mais il y a C'est un livre sur le même format, roman graphique. Oui. D'accord. Donc ça, on ne peut pas savoir, mais ça va être qu'est-ce que ça va devenir, ça, on ne le sait pas. Moi, je remarque juste, et d'un point de vue macro, quand les plus gros vendeurs de chaque secteur font ça dans un temps court, on dit peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Honnêtement, je pense que c'est un secteur qui est très peu concentré. Donc, l'effet individuel des 1 cas, c'est beaucoup moins important que dans d'autres industries où un acteur concentre beaucoup plus des parts. Je sens que pour un auteur, tous les soutiens de toute l'infrastructure que font les éditeurs et les distributeurs, c'est utile. Et pour beaucoup, en discutant avec eux, je pense qu'ils sont très contents de se concentrer dans sa création et pas s'en occuper de tout le reste. Et tout le reste, parfois, c'est pénible, compliqué. Et tous les livres, même celles qui vont sortir d'un auteur qui a fait du succès, ils ne seront pas des succès. Donc, évidemment, il peut y avoir des cas isolés. C'est toujours, quand ça arrive un peu, ça fait. Mais ça fait longtemps qu'on parle de l'auto-édition comme des auteurs qui allaient sortir du réseau. Et aujourd'hui, même à niveau international, il y a très peu qui ont réussi à avoir la capacité de vraiment créer une éditoriale pour l'accompagner et sortir du schéma classique. Que je pense qu'aujourd'hui, c'est les schémas qui conviennent à plus grand nombre d'auteurs. Et là encore, on parle des stars, mais l'auto-édition est un phénomène très important pour les auteurs qui ne trouvent pas d'éditeurs. Oui, ça c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est une plateforme qui peut être aussi un vivier pour détecter des auteurs. Absolument. Oui, comme Wattpad. Là, c'est une face immergée de l'iceberg. Donc c'est des 2 côtés du spectre. L'auto-édition peut être un sujet. Plateforme. Il y a certaines plateformes digitales, dont la nôtre, Kobo. On voit parfois des auteurs qui n'ont pas passé les filtres des maisons d'édition et qui trouvent un public. Et je pense que la suite, c'est se faire repérer, partir. Et qui sont récupérés ensuite par l'édition classique. Il y a eu des grands succès qui ont été comme ça récupérés parce que c'était... Ils avaient effectivement une communauté. Parce que la beauté de l'époque actuelle, c'est que vous pouvez tester, en fait. Vous mettez sur une plateforme un texte et vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de gens qui le like, qui l'apprécient. Ça vous crée une petite communauté et c'est vrai que les éditeurs regardent beaucoup ces réseaux sociaux en essayant de détecter celui qui commence ou celle qui commence à avoir un peu de succès, avoir un certain nombre de fans. Très bien. Et d'ailleurs, on a aussi beaucoup d'auteurs qui sont des youtubeurs et des instagrammeurs qui écrivent. On en connaît certains qui ont eu des records de vente. Donc, ces plateformes permettent aussi de faire émerger des futurs talents. D'accord. J'aimerais qu'on aborde un dernier thème. Il y a eu un amendement dans une proposition de loi pour interdire à Amazon en fait de faire de la concurrence déloyale sur la livraison dans le e-commerce du livre. Est-ce que c'est une extension du prix unique du livre, une vieille politique française? Est-ce que ça règle le problème? Est-ce que les libraires, vous, êtes sur un pied d'égalité grâce à cet amendement? Ou est-ce qu'il y a encore des choses le poids d'Amazon ne va pas encore grandir dans le livre en France? D'abord, je ne pense pas qu'il soit dit que ce soit une loi anti-Amazon. Non, je ne dis pas que c'est pour mettre sur un pied d'égalité les coûts de livraison. Je pense que si on veut que dans les mondes de demain, les petits libraires qui existent aujourd'hui soient un accès au monde digital, il faut qu'ils soient faits à armes égales. Et quand vous voyez dans les marchés anglo-saxons où Amazon est capable de détenir plus de 90% des parts de marché digital, je pense que vous avez trouvé qu'il y a un problème. Et les petits libraires... Pour moi, l'exemple qui était très clair, c'est les moments où les gouvernements ont décidé de subventionner les frais de port pour les petits libraires pour pouvoir vendre sur Internet. Là, vous vous dites, il y a un problème. Si l'argent public doit servir à ça, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Il faut combattre la source du problème. Et la source du problème, c'est que la loi du livre, qui fait 40 ans cette année, il prévoit qu'il y a service égal, prix égal. Et la livraison, c'est un service, donc ce n'est pas
Non, c'est pas autorisé par la loi. C'est une loi qui nous a interdit à faire plein de choses. C'est une loi qui a été faite contre la FNAC dans les années 80, pour interdire la FNAC qui était trop puissante sur le marché. Et maintenant, c'est pour protéger la FNAC d'Amazon. Non, c'est pour protéger... La FNAC, il est, avec beaucoup de modestie, on fait 3 milliards de chiffres d'affaires online. Donc Amazon, c'est un grand groupe, mais nous aussi. Et on a une capacité, on a 10 millions de clients abonnés, carte fidélité. On sait vendre sur Internet, on a tous les moyens pour les faire. Mais les petits, je le vois, c'est impossible. Quand vous êtes une petite librairie ou une moyenne, même celles qui aujourd'hui sont des indépendants importants, c'est impossible de réussir sur le monde Internet aux conditions du marché d'aujourd'hui. Donc il y a effectivement un amendement, la loi du libre qui s'applique. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour les secteurs, en tout cas pour remettre ces lois du libre à sa application correcte. Ok. Malheureusement, on est obligé de conclure sur ce point. Merci beaucoup à vous trois. Et maintenant, je propose aux auditeurs et aux spectateurs d'écouter Claude de Saint-Vincent. On va parler dans cette intervention toujours du livre, mais de bande dessinée plus particulièrement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.